Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ce nouveau numéro de What's Up, je vais avoir la chance d'accueillir Alex McFly qui va venir nous parler de son titre ¿Qué hacen los muertos? Et de son concept Alex McFly. Vous êtes prêts? C'est parti! Merci Alex d'être venu chez moi et merci d'avoir accepté cette invitation. Avec plaisir. Oui. C'est un grand plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, on va commencer par le plus simple. Y en a-t-il? Je crains que oui, malheureusement Alex. Bien sûr, c'est une boutade. On va donc du coup commencer par le plus simple. Je vais te demander un petit peu de parler de toi et du concept Alex McFly, puisque très clairement Alex McFly, c'est un concept. C'est un concept, oui. Si je devais le pitcher en peu de mots, ce serait de faire de la dérision en musique sur des univers de pop culture que j'adore. Ok. Donc c'est pop culture étant très large, c'est-à-dire des univers de séries américaines, mais aussi de l'animation japonaise, des films, ou jeux vidéo. Et concrètement, en fait, ça se présente comment, justement, en musique? Parce que pour ceux, une fois encore, qui ne te connaissent pas, moi je connais un petit peu, donc forcément je sais de quoi tu parles. Mais... alors ça peut se décliner de plusieurs manières. Pour l'animation japonaise, souvent ce que je fais, c'est je reproduis un peu ce qu'a fait Bernard Minet ou Abbé Productions à l'époque, c'est-à-dire... Mais en prenant des animés très sérieux, c'est-à-dire notamment sur Death Note, Cahier de la mort, je fais une chanson à la Dragon Ball Z ou à la Chevalier du Zodiac de Bernard Minet, avec le même type de paroles, c'est-à-dire des paroles un peu niaises, un peu faciles et très enfantines, mais sur Death Note, qui est un animé très sérieux. Donc en fait, le but c'est de prendre l'animé à contre-pied, c'est-à-dire plus c'est sérieux, plus mes chansons seront débiles. Voilà. Ok, ça marche. En fait, moi, je vais tout simplement proposer qu'on voit un petit peu ce que ça peut donner, tout simplement. Alors, ça peut donner ça. Des choses plus étranges, moi ça me dérange. Je ne suis qu'un garçon qui veut jouer à Donjons et Dragons. Les choses plus étranges, c'est sûr que ça change. Mais fallait pas faire les cons avec les démons gorgons. Ou éventuellement, ça. Faire un tour à Westeros, là où les héros ne voient pas la vie en rose. Viens dans ma cour, approche-toi du trône. Chevauche les dragons pour que les marchands blancs y jouent. On peut le voir, et tu le disais de toute façon toi-même, c'est vrai que c'est des choses qui sont très délurées, très déjantées. C'est un petit peu en fait l'un des ADN du groupe. D'ailleurs, tiens, petit aparté, tu parles du groupe, mais c'est qui justement derrière, quand même? Alors, c'est en fait, avant Alex McFly, je m'amusais déjà tout seul à faire exactement ce que fait Alex McFly. Mais en évoluant au sein d'une écho, il y a une écho Nico c'est lui qui m'a suggéré de faire un peu ce concept sur l'animation japonaise, de faire de la déproduction sur du très sérieux. Une discussion dans une voiture, si je me... Dans un train. J'étais pas loin là. Dans un train pour aller à Nancy. On jouait à la convention de Nancy, à Nimest, je crois. Et en fait, ce qui m'a fait tilt, c'est que comme dans le décor on est très nombreux et il y a beaucoup de talent, en particulier chez les filles aussi. Oui. Et du coup à l'époque il y avait encore Sally au violon et j'avais proposé à Sally et Leigh de se greffer à moi pour faire Cahier de la mort. C'est Cahier de la mort qui a un peu lancé Alex McFly. Mais encore une fois, je l'avais fait avant sous le pseudo Alex B. J'avais fait 2 clips, je crois. Et je me suis dit, tiens, ce serait intéressant de lancer la machine. Je m'y suis, parce que c'était en gros faire du punk californien en plus doux ou en plus rose, ce que j'appelle du pink punk un peu, d'où la couleur Alex McFly. Et Cahier de la mort a relancé cette volonté. Je me suis dit, ce serait intéressant de créer un vrai groupe.
de ça. Et dans le Neko, à l'époque, enfin, comme aujourd'hui, je passe beaucoup de mon temps avec le Neko, Oui, je sais. avec le Neko Light Orchestra. Donc c'était facile de recruter là-bas. Et surtout que j'ai demandé à l'époque à Magic Jesse, Preacher et à mes deux McFlyette que sont Marjo et Elaine. D'ailleurs, je leur fais à tous un bisou s'ils on nous leur fait des regardent. bisous. Voilà, des gros bisous. Et étonnamment, tout le monde a accepté. Voilà. Étonnamment. En même temps, c'est hyper communicatif, donc c'est pas vraiment surprenant finalement. Oui, mais il faut se dire, je sais pas si tout le monde l'assumerait dans le sens où c'est un côté enfantin, c'est un côté dérisoire, stupide, et que certaines personnes ne sont pas prêtes à assumer publiquement. Voilà. Ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. Mais moi j'assume ça. Ouais. Ouais, en même temps, c'est un peu justement pour ça que tout le monde t'aime, j'ai envie de te dire. Et là, par contre, je peux me permettre de dire oui, tout le monde t'aime. Non, tu sais, ça fait. Je sais plus qui dit ça, il y en a beaucoup qui disent ça, mais en fait, peu importe si on t'aime ou on te déteste, mais tant que les gens te retiennent, c'est bien. Tu vois, j'en parlais avec Charlie, un des saxophonistes du groupe. Il dit, mais en fait, parce qu'il a un groupe lui aussi, et il disait un truc que je trouve intéressant. Il dit, moi, je m'en fous qu'on m'aime, tant mieux s'il y a des gens qui m'aiment, mais ceux qui m'aiment pas, je voudrais qu'en écoutant ma musique, ils se disent, ah, quand même. Tu vois, que le lendemain, tu vois, ils se lèvent et qu'ils disent, ah, quand même. Ah, non, ça m'a pas plu, mais quand même, il y avait un truc, tu vois. Il y a quelque chose à réfléchir. Ça, même dans Alex McFly, tu vois, moi, je serais ravi que même quelqu'un qui m'aime pas, il me dise, ah, t'es bon dans ta merde, tu vois. C'est pas bon, mais qu'est-ce que t'es bon dans le pas bon, tu vois. Ouais, je vois. En gros, c'est un peu comment dire, t'es un peu le prince du nanar, tout à en fait. quelque sorte. Voilà, il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Je m'étais jamais posé la question vraiment, mais il y a certainement, voilà. Le roi, pas le roi des cons, parce qu'il y a Alexandre Astier qui dit un truc sympa quand même, qui fait un peu réfléchir. Il dit, je préfère être petit parmi les grands que grand parmi les petits. Mais moi c'est différent, c'est ni petit ni grand, c'est stupide, dans la stupidité intellectuelle, tu vois. Ouais, et puis de toute façon, on est stupide que la stupidité. Hein, Exactement. Moi, en fait, ce qui m'a un peu étonné, je vais pas te le cacher, c'est justement quand j'ai vu arriver Keasen Osmaltos, qui est quand même beaucoup plus sérieux, mine de rien. Du coup, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, comment t'es venu le projet, ouais, tu vois? C'est vrai que je pense que beaucoup d'humoristes ont dû ressentir ça. Je peux pas citer de nom, si quoi qu'il y a un mec qui certainement, j'en parlais encore cet après-midi, heureusement que j'y pense, il y a quelqu'un qui fait partie de mes idoles, qui s'appelle John Lajoie. C'est quelqu'un qui s'est fait connaître sur YouTube, c'est un Canadien mais qui parle aussi français, mais qui a été connu mais très très connu, je te le conseille. Okay, c'est une énorme source d'inspiration pour Alex McFly. Et lui, en fait, il a fait pendant 15 ans, bon, il est beaucoup plus connu et beaucoup plus d'expérience qu'Alex McFly, mais pendant 15 ans, il a fait que du drôle, que du très drôle. Et à un moment, il a dit là, j'ai envie de faire un truc sérieux, je vais faire un album folk, mais sérieux. Et en fait, tu vois, à un moment, il dit, je suis pas étonné, à un moment, il y a un besoin de faire autre chose. Ouais. Et dans Alex McFly, en fait, comme on n'est pas connu et que c'est pas la course à ça du tout, donc c'est vrai qu'il y a. Moi j'adore composer, je fais juste ce que j'ai envie de faire. Et là, c'est vrai que je suis très influencé depuis longtemps, depuis que je suis tout petit, sur la pop culture. Et Keasen Osmaltos, c'est un peu ce qui a lancé un côté pseudo-sérieux à Alex McFly ou émotionnel. Il y a plusieurs choses qui m'ont drivé ou qui m'ont entraîné à faire cette chanson. Parce que normalement, Death Note, par exemple, Cahier de la mort, ou ce genre de choses, c'est vraiment l'animé m'a époustouflé et j'ai envie de prendre l'animé à contre-pied, point barre. Assez simple. AB Productions, Death Note. Oui. Ça marche super bien. Voilà. Mais il y a un raisonnement de création, entre guillemets, très simple. Et Keasen Osmaltos, c'est plus complexe.
parce que moi, Coco, le film d'animation Coco de Disney m'a époustouflé. Je suis très fan de la culture hispanique de base, hein, que ce soit musicale ou justement cette culture envers les morts, El Dia de los Muertos, moi je trouve ça fascinant parce que de voir la mort à travers un prisme joyeux, quelque part, et festif. Ouais, complètement. Et puis l'esthétique. Toutes ces les têtes de mort, les squelettes, mais avec voilà, un côté dansant, chantant, très avec des couleurs très vives, etc. Moi je suis et à la fois très classe. Je suis très fan de ça, et puis l'esthétique mexicaine de manière générale, bon, c'est un peu cliché, tu vois, parce que je pense pas que tout le Mexique ressemble à ça, mais non, bien sûr, mais tu vois ce que je veux dire. Complètement. Et donc il y avait ça, le film d'animation m'a époustouflé. Mais par contre, le désir, c'était pas de le prendre à contre-pied, parce que derrière, il y a eu d'autres éléments qui sont venus se greffer. C'est que moi, j'ai toujours rêvé de la musique hispanique m'a toujours attiré. Quand j'étais plus jeune, j'avais fait une composition tango en regardant, parce que j'avais vu un couple de danseurs de tango argentin. C'est la première fois que j'ai pleuré sur de la musique. Ah ouais. Sur de la danse. Tu regardes des danseurs, et j'ai eu des frissons dans tout le corps. Je connais ça, et c'est impressionnant. Et du coup, j'ai envie comme j'avais jamais composé de tango de ma vie, à l'époque j'avais, 20 ans, 21 ans, 22, je sais plus, et j'ai composé un tango. Et ça m'a tellement plu et puis je l'ai envoyé à ce couple, et puis ils m'ont dit « Ah, mais si t'aimes ça, écoute ce genre de musique, etc. » Et en fait, il y a eu un moment où, je garde contact avec la musique hispanique, et j'adore ça. Et parallèlement à ça, du coup, et à peu près à la même époque que Coco, ce qui s'est passé, c'est que moi, du côté de mon père, il y a des racines espagnoles, et mon grand-père est tombé malade peu de temps après Coco. Et si tu veux, c'est pour... il y a un moment où je sais pas comment le dire sans choquer, mais il y a un moment où il faut oser parler de la mort de manière positive. Ouais, non, mais complètement. De manière positive, et je sentais que mon grand-père allait mourir. Mais pas de tristesse. À un moment, voilà, il était arrivé à la fin de sa vie, il n'arrivait plus à avoir de plaisir de vivre. Et à un moment, c'était l'issue la plus douce. Il fallait du coup que ça s'arrête. Et j'ai senti, il y a un moment, j'ai senti qu'il était sur la fin. Et il y a Coco qui est revenu dans ma tête. Mais vraiment, je me suis dit, faut que ce soit... parce que ça commençait à être tendu, tu vois, dans la famille. Et je me suis dit, il y a besoin de... Il y a besoin, pas d'en rire, mais il y a besoin d'alléger un peu. Voilà, d'alléger, et que ce soit aussi bête que ça puisse paraître, ou aussi paradoxal que ça puisse paraître, que ce soit festif, et que l'accompagnement soit festif, et que la famille puisse respirer, quoi. Et ce qui est rigolo, c'est que la chanson, le clip, du coup, est sorti, je sais plus si c'est... sur le clip, à la fin, il y a l'hommage en lui, et je crois que c'est sorti, le clip, la production du clip, il était encore vivant, et le clip est sorti, je crois que ça faisait même pas une semaine qu'il était mort. Alors, 3 jours ou un truc comme ça. Personnellement, je suis du genre à avoir un petit peu, entre guillemets, des signes en quelque sorte, mais je pense qu'il y avait peut-être un petit peu de ça, effectivement. Alors, moi j'évite la trop grande symbolique, parce que des signes, on peut en voir partout. Ensuite, je peux pas nier que c'est toujours touchant, ou ça fait toujours quelque chose, mais j'évite d'aller au-delà de ça. Tu vois, moi, cette chanson, je l'ai faite vraiment... il y a vraiment... Je vais pas dire que je l'ai faite que pour lui, parce qu'en fait, c'est une chanson où moi-même j'ai pris beaucoup de recul sur ma famille et sur les décès récents, parce que c'est pas longtemps avant, du côté de ma mère, mes grands-parents étaient partis aussi. Et c'est un peu quand il y a la fin d'une génération et que tu as quand même une relation. Enfin, moi j'ai la très grande chance d'avoir majoritairement des relations saines et on va dire profondes avec ma famille, quoi, de l'amour, quoi.
Et du coup, bah, quand tu as une génération qui saute, entre guillemets, ou qui part, Oui, bah, c'est l'occasion de prendre du recul bah, Oui. sur toi, sur le présent, sur le futur, et puis un peu sur le passé aussi. Enfin, mais du coup, il y a pas mal de trucs qui se passent. Et cette chanson, pour moi, qui ai l'habitude quand même je pense que je suis comme tout le monde, enfin, j'ai l'habitude de rendre les choses plus complexes qu'elles ne le soient, de poser beaucoup de questions, etc. Et en fait, même à moi, ça m'a fait du bien personnellement de poser des trucs, en fait, de rendre hommage à des gens que j'aimais de manière très simple, très festive et très, ouais, pas dérisoire pour le coup, Non. mais très festive, très légère, très rose. Oui, En fait, ouais, complètement. joyeuse quoi. Bah, de toute façon, ça se sent fort, hein, même en fait, un peu, entre guillemets, un peu ce paradoxe entre ce fort respect qu'on sent effectivement dans la chanson et bah, justement, comme tu le disais, en fait, ce côté très festif de Dia de los Muertos. Enfin, on le sent tant dans l'interprétation que en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti personnellement, que dans l'agencement, en fait, justement, du morceau lui-même. Et pour le coup, moi qui suis grand fan de Disney, mais ça tu le sais, c'est un peu pour ça que t'es là, bah, je me suis dit, ouais, effectivement, c'est vraiment complètement d'accord en fait avec l'univers de Coco. Et même très naturellement, j'ai des images moi, du film qui me sont venues quand j'ai écouté. En fait, j'ai fait en sorte, pour la petite histoire, il y a un jour, en fait, après que j'ai vu le clip et après avoir entendu la chanson, je crois que d'ailleurs, la première fois que j'ai entendu, je crois que c'était lors d'un live d'Alex McFly. C'est possible. J'ai fait en sorte en fait de juste d'écouter la chanson en enlevant le clip. Et effectivement, moi, il y a des images en fait de Coco qui me sont venues et je me suis dit, ben ouais, enfin, voilà, c'est gagné en fait. Pour moi, c'est juste gagné parce que justement, enfin, moi, c'est ce que j'ai vraiment beaucoup apprécié là-dedans. Alors, au-delà évidemment de tout le côté justement rigolo, dérisoire, qui me fait moi personnellement beaucoup rire sur les autres productions, c'est justement ce lien en fait que tu as réussi à amener avec l'univers de base, là justement comme tu l'as dit de manière légère, pas dérisoire, et enfin, voilà, moi ne serait-ce que pour ça, enfin, voilà, j'avais quand même envie de te féliciter parce que Merci. non mais en fait, enfin, c'est super compliqué en fait d'arriver à justement à attaquer en fait comme ça l'univers de Disney, pas dans le sens au conflit hein, mais dans le sens voilà essayer d'aller dans cet univers là parce que c'est hyper codifié. En plus quand tu te retrouves comme moi face à des gens qui aiment la culture de Disney, on peut être facilement irritable. C'est pas trop mon cas, mais ça peut arriver. Je vois ce que tu veux dire. Mais moi je sais que j'ai vraiment énormément apprécié et du coup on laissera les auditeurs juger par eux-mêmes. Mais justement en fait déjà effectivement ce respect en fait des matériaux d'origine et de tout ce qui est véhiculé derrière, parce qu'effectivement il y a toute la réflexion sur Coco. Enfin moi je sais que le film j'ai adoré, j'ai pleuré devant le film clairement parce que pareil, parce qu'il y a des séquences qui sont vraiment intense, c'est intense. Ouais. Et c'est, je te coupe un peu, mais il y a quelque chose de super important que j'ai pas dit, c'est que, enfin, l'influence de la conception du clip, le visuel et dans la musique, enfin, la BO de Coco est monstrueuse et c'est clairement, quand j'ai vu le film, en écoutant la BO, surtout que moi, là où j'apprécie le travail de Disney sur Coco, c'est que la BO est en espagnol et non en anglais. Oui, c'est vrai. Donc ils se sont donné les moyens d'aller vraiment au cœur vraiment de la culture, quoi. Alors même si je suis pas un expert du Mexique, hein, si ça se trouve, il y aura d'autres Mexicains qui te diront ah non, ils l'ont très mal fait. mais je trouvais ça, je crois que c'est la première fois. Qui vont aussi loin, je pense. Bah, en tout cas, d'avoir une VO de Disney qui n'est pas en anglais. Ouais. C'est rare parce que La Belle et la Bête, tu vois, c'est censé se passer plus ou moins en France. Tu vois, je suis d'accord. Donc, ils l'ont pas fait en français, tu vois ce que je veux dire. Donc là, il y a un parti pris en tout cas que je trouve très bien, tout simplement, et respectable. Et la BO est super inspirante. Et en fait, cette BO m'a permis ça a été un peu comme une vague. Tu vois, parce que dans la culture musicale hispanique, bah, je connais des choses, je dirais pas plein, mais je connais des choses, que ce soit dans le rock, dans le rap, dans machin. Mais c'est un peu, cette musique de Coco, je l'ai trouvée tellement bien et tellement inspirante que ça fait une vague où ça m'a ramené tout ce que j'aimais dans la culture hispanique.
Et ça m'a dit, fais une chanson en espagnol, fais une chanson sur ce thème des morts. Et comme je te dis, bah, dans mon environnement personnel, familial, ça collait, enfin voilà, c'est un peu... ça a été l'évidence, tu vois, ça a fait... Les astres se sont alignés. Voilà, il y a eu un bon alignement des choses, quoi. Et c'est plaisant, parce que du coup, en fait, bah, le morceau, c'est vrai que je l'ai composé très vite. Je me souviens pas, mais ça allait très très vite. Du coup, quand t'es dans une zone comme ça devient un peu une évidence, quoi. Donc c'est très plaisant quand les choses sont... Et puis pareil, enfin, je veux dire, quand j'ai donné les pistes au mixeur, Sébastien Abi, tu vois, ou quand j'ai donné la chanson à Cassandra Martino qui fait les décors, enfin, tous ceux avec qui j'ai collaboré, ou la maquilleuse, tu vois, Alex Marjol, enfin, personne m'a posé une question, tu vois, personne m'a dit, au fait, c'est plutôt ça comme ambiance. Ouais, tu vois, ah ok, je vois où tu vas aller. Enfin, tu vois, c'était... Et ça, c'est intéressant, parce que du coup, tu vois que, bah, encore une fois, t'aimes ou t'aimes pas, mais tu vois où les gens comprennent où ça va. Mais tu parlais justement des clips, du maquillage, etc. C'est des choses en fait qui sont faites en interne, c'est des gens que tu connais, C'est un peu de tout. Okay. Moi, en fait, si tu veux, c'est que, bah, comme je disais tout à l'heure, Alex McFly, j'ai pas d'ambition particulière en termes de commercial. Enfin, j'ai pas d'ambition particulière. Le but d'Alex McFly, c'est vraiment moi de me faire plaisir. C'est vraiment totalement égoïste. Tu vois, moi, je me fais plaisir et c'est un peu ma cour de récré sur tout ce qui est production. Donc, en fait, bah, je vais faire un clip. Bah, tu vois, hop, sur fond vert, je sais pas comment gérer le fond vert au début, c'est ça, avec Kyle Lamar, tu vois, c'était bon, on tourne sur fond vert, c'est quoi le fond vert? Bon, bah, vas-y, on tente, tu vois. De toute façon, personne va te regarder, donc, bah, tu vois, et puis t'as rien à perdre, tu vois, c'est un peu t'as rien à perdre, alors fais ce que t'as envie de faire. Et là, et du coup, bah, sur des productions comme. C'est un bon exemple qu'a fait Los Muertos, parce qu'en fait, c'est la maquilleuse, je la connaissais pas du tout. En fait, j'ai fait une annonce où, sur. Mes deux profils, personnel et Alex McFly artistique sur Facebook, je crois. Et j'ai dit, bah, je cherche une maquilleuse ou un maquilleur pour des maquillages à la El Dia de los Muertos, machin. Et bah, ce sera rémunéré, machin. Filez-moi vos numéros, enfin, appelez-moi, quoi. Et bah, c'est que des gens que je connaissais pas qui m'ont appelé, parce que on connaissait avec le Neko, ou moi dans mon environnement d'artistes, entre guillemets, j'en connais quelques-uns, mais pas spécialisés dans ce genre de maquillage, parce que le maquillage, il y a maquillage et maquillage. Ouais, bien sûr. Tu vois, c'est un peu comme la musique, tu vois, il y a des gens qui sont très bons dans le rock, des gens qui sont très bons dans le jazz, etc. Et donc le maquillage un peu fantasy, ou FX, c'est pas du tout la même chose. Il y a des gens qui vont être très bons dans le maquillage classique, d'autres dans la fantasy, d'autres dans l'FX, etc. Donc c'est... Et puis, bah, du coup, Alex Marjolaine, je ne la connaissais pas du tout. Finalement, quand on s'est appelé, on s'est rendu compte que le monde toulousain artistique est petit. Enfin, tu connais forcément des gens par relation interposée. Mais c'est super bien passé. Et par contre, bah, Cassandra Martino au décor, c'est autre chose. Elle a beaucoup dessiné pour le Nicolait Orchestra. C'est une personne avec qui, même personnellement, j'ai collaboré pendant ses études sur certains travaux. Enfin, c'est quelqu'un, c'est une personne que je trouve magnifique et c'est toujours un immense plaisir de travailler avec elle. On a retravaillé avec elle sur Westeros, elle a fait quelques décors, sur One Piece récemment, sur Petit Château. Et c'est le genre de personne, t'as envie de continuer à travailler avec elle, et c'est un peu une évidence parce que ça se passe toujours bien, tu vois. Tu dis, tu peux me faire ça s'il te plaît, tu lui fais un croquis nul à chier, et elle te rend un truc, tu fais, c'est génial. Voilà. Ça se passe vraiment comme ça avec ce genre de personne. Tu me fais ça, et puis limite le lendemain, c'est monstrueux. Tu vois, donc ça, c'est dur de s'en passer, quoi. Ah ouais, tu m'étonnes. Et puis avec une relation humaine derrière très, très agréable. Voilà, c'est des gens qui... En fait, c'est le privilège, le luxe avec ces gens, c'est que t'as pas besoin de les coacher, en fait, parce qu'ils ont déjà cette science du détail, ce souci
la perfection quasiment. Enfin, tu vois, et ces gens qui travaillent, t'as pas besoin de leur dire que ce soit, ils vont faire en sorte que leur travail ce soit parfait. Bah, de toute façon, c'est quelque chose que moi, en tant que spectateur du NLO, et donc forcément, je t'ai également vu, je ressens fort, c'est ce côté, en gros, chacun sait effectivement ce qu'il sait faire, il le fait extrêmement bien, et après, en gros, tout le monde fait confiance à tout le monde parce que les gens savent où les autres vont. Enfin, moi, en tout cas, voilà, je sais que c'est quelque chose que je ressens fort et que j'apprécie de toute façon. Et ce côté, en fait, grande famille, et même, et là je le dis une fois encore en tant que spectateur, cette volonté aussi, alors, tu disais justement, je le fais pour me faire plaisir. Oui, ça on le sait, enfin voilà, et tu le dis, donc voilà, mais je pense que derrière, en tout cas, nous en tout cas, et je pense que je vais, comment dire, parler au nom d'un certain nombre de personnes, on ressent fort aussi cette volonté non pas de plaire au public, mais de communier en fait avec le public. Ouais, c'est sûr que l'étape d'après c'est ça, quoi. Mais comme je dis souvent, même quand on me dit ah merci pour ce concert, c'était, tu vois, par exemple l'exemple de ce week-end c'est un bon exemple, c'est les gens qui te disent merci, mais tu fais mais en fait merci à vous, parce que vous faites partie du show aussi. Ensuite moi je donne, et si je vois qu'on me donne, je donne encore plus. Enfin, tu vois ce que je veux dire, ça part d'un trip, personnel, parce que jouer de la musique, tu vois, est-ce que c'est vraiment utile, tu vois, mais quand tu vois que les gens répondent présent, t'as envie encore de donner plus, tu vois, enfin quel plaisir, tu vois. Ah ouais, mais après, dommage de se priver. Alors, je suis complètement d'accord avec toi, mais c'est vrai que quand on voit sur des plus grosses productions justement, où en gros les gens viennent, ils font leur show, et après ils se barrent. Enfin, moi en tout cas, à titre perso, je préfère effectivement venir sur des concerts comme les vôtres, où justement on sait en fait que si nous on donne, c'est aussi reçu, perçu comme tel, et que justement ça participe en fait au concert. Si je te donne, là je vais te donner l'exemple de Lille puisque j'étais présent. Il y a un moment, et ça je te le raconte pour la petite anecdote qui en parlera Marjo, sur le concert Harry Potter, où quand Nico en fait a lancé le bis sur Disney Wizard Wizards, en fait il avait à peine eu le temps de dire le vous que moi j'étais déjà debout, et Marjo en fait a regardé LA, elle lui a fait regarde, et rien que ça en fait, c'est du détail, mais je sais que voilà, je pense que c'est aussi la force de l'entité Neko et des sous-entités en dessous, et justement d'Alex McFly, c'est ce côté en fait, voilà, vous donnez, nous on donne, c'est perçu, et du coup vous donnez encore plus, et du coup on a aussi en fait encore envie de plus donner, et on passe des moments qui sont vraiment géniaux grâce à ça. Je suis d'accord avec toi, moi je suis bluffé en permanence de voir l'échange qu'il y a. Mais si tu veux, moi, je fais de la scène pour ça. Enfin, si tu veux, c'est que le jour où si je fais de la scène et que je vois qu'il n'y a plus de réaction dans le public, je me poserai la question de me dire bon, est-ce que ce serait pas mieux d'arrêter. Tu vois, c'est un moment, surtout Alex McFly, tu vois, quand tu fais un truc festif, si tu fais de la musique festive et que t'as pas la fête en face, ou que tu ne sais pas générer cette fête en face, ou que tu ne donnes pas s'il y a la fête, ça sert à rien. Tu vois, il n'y a plus de concept, il n'y a plus de propos. Ouais, ça fait. Donc, mais je vois ce que tu veux dire, ça qu'il y a moi, parce que je suis comme vous, je suis public aussi, moi je vais voir des groupes jouer, et il y a des groupes qui me font rêver, parce que je vois qu'il se passe quelque chose d'unique à l'instant T, et comme tu dis, tu retiens chaque détail, et c'est ces détails qui vont
que tu vas garder en mémoire d'un bon concert. Tu vas dire, ce concert est excellent parce qu'il s'est passé ça à telle seconde. Ça a duré peut-être 2 secondes, mais ça t'a fait ton concert, tu vois. Complètement. Et à contrario, il y a des groupes que tu vas voir et tu as l'impression que, en fait, à l'instant T, il ne se passe pas plus que ce qui va se passer le lendemain dans une autre ville ou la veille dans une autre ville, etc. Et du coup, là, c'est des concerts que tu oublies très vite, en fait. Ouais, donc, je pense qu'on est vraiment... encore une fois, je suis spectateur comme... donc je vois très bien ce que tu veux dire, et c'est pour ça que tout ce que je n'aime pas dans ce que je vois en tant que spectateur, j'essaye, je fais tout pour pas le reproduire, quoi, et je pense qu'on... C'est réussi. Non, et je pense dans le Neko, on a que ce soit dans l'Alex McFly ou dans le Neko Light Orchestra, c'est un peu une valeur implicite, quoi. Enfin, tu vois, c'est le jour où on l'a pas, enfin, le jour où majoritairement on l'aura plus, j'espère qu'il n'arrivera pas ce jour parce que je m'en irai, quoi. Ou alors si je m'en vais pas, c'est que là j'aurais changé, là je serais... J'espère que mon moi d'aujourd'hui ne me verra pas, sinon je me filerai une balle. Voilà, tant mieux, pourvu que ça dure. Ouais, je suis assez d'accord. Pourvu que ça dure. Une petite dernière question avant de te laisser. Quel est ton rapport en fait à Disney de manière générale? Alors tu as le droit de répondre en toute franchise. On n'est pas là pour être gentil, on est là pour être honnête. Non, mais ça me plaît cette question. Ça me plaît et c'est marrant parce que c'est un thème que j'ai abordé très récemment. Ok. Et mon rapport envers Disney il est très dual. Et justement, pour être sincère, Disney, je peux pas dire que j'aime pas. Parce que ça a bercé une énorme partie de mon enfance et il y a des choses qui m'ont tellement marqué et inspiré et qui m'inspirent encore aujourd'hui. Tu vois, moi, apparemment, le premier Disney que j'ai vu, c'était La Petite Sirène au cinéma. Je ne m'en souviens pas. Je devais avoir... il y a des souvenirs comme ça. 3 ans, 4 ans, tu vois. Moi, le premier Disney dont je me souviens être allé voir au cinéma, parce que quand même avec ma famille, à Noël, c'était un peu le rendez-vous. On n'allait pas souvent au cinéma, mais dans les vacances, voilà, c'était vacances de Noël, vacances d'été. Et Aladdin, mais quelle claque! Ah bah ouais. Et Aladdin, c'est Aladdin, puis après t'as le Roi Lion. Rien que ces deux-là, c'est des choses qui te restent à vie, je pense. Tu vois. Donc époustouflant, et même quand je les revois aujourd'hui, je suis encore époustouflé par la qualité. Là, je vais rester d'abord dans la musique parce que tu me connais par la musique. Rien qu'en tant que, moi, j'adore composer, tu vois. Le niveau de composition, le niveau musical de Aladdin et du Roi Lion. C'est fou, hein. Mais c'est incroyable. Moi, et franchement, les deux, je les ai vus plus de 10 fois. Et ben je suis époustouflé, mais à chaque fois. Et à chaque fois, je me dis, mais quelle tuerie! Quelle tuerie! Mais pareil pour l'animation. Aladdin, à l'époque, ou le Roi Lion, mais le niveau d'animation. C'était hallucinant, et même encore aujourd'hui. 95, 96, un truc comme ça. Tu fais, mais waouh! Pour moi, ça n'a pas vieilli. Tu vois, je les re-regarde et je me dis, mais quel plaisir! À l'exception peut-être de la 3D, et encore là je ne parle que d'Aladdin, parce que même dans le Roi Lion ça se ressent déjà beaucoup moins. C'était audacieux. Mais clairement oui, de toute façon il y a effectivement... en fait, moi je sais que à titre perso, ce que j'aimais justement beaucoup dans Disney, ce que j'aime un petit peu moins aujourd'hui, c'est justement ce côté, on teste tout, on s'interdit rien. Enfin, je vais te donner l'exemple de Fantasia que j'ai revu très récemment. Je l'ai revu en fait. C'est incroyable. Je l'ai revu au ciné. J'allais dire revu, non, je l'ai vu au ciné parce que j'avais pas pu le voir à l'époque, c'est pas possible. Mais visuellement, c'est pareil. Enfin, c'était complètement fou. Fantasia, c'est plus vieux. C'est les années 50. C'est l'un des premiers à être sorti. Incroyable. Moi, c'est Fantasia. C'est le nom est super bien choisi. Oui, clairement. Et je pense que Fantasia, ça a été une pièce majeure. Voilà, pour reprendre juste mon côté dual, là je te parle du côté qui m'a époustouflé. Et ensuite on parlera du côté qui m'époustoufle pas du tout. Je t'en prie. Mais Fantasia, c'est vrai que pour moi, c'est un truc que j'oublierai jamais parce qu'en fait, moi j'ai regardé ça
assez jeune, hein, j'avais... On l'a tous regardé jeune, j'ai Ouais, l'impression. c'est parce que, en fait, et c'est ça que je trouve puissant, parce que je crois que je l'ai regardé à 7 ans, la première fois. Et en fait, c'est ce qui est magique mais dans Disney, hein, de manière générale, enfin de ma génération en tout cas, je trouve, c'est... On est de la même. Ouais, ça, enfin, mais Fantasia, c'est un super exemple, c'est que, enfin, d'un point de vue esthétique, graphique, référence et musique, enfin, moi je trouve que c'est un contenu très adulte. Ah mais Tu vois complètement. ce que je veux dire? En l'ayant revu, je me suis dit, mais comment très j'ai adulte. pu le voir et apprécier en étant C'est enfant? ça. Mais ce qui est sûr, c'est que tu l'apprécies. Hein. Ah oui, oui. Parce qu'on a tous. Et pareil, c'est que je me souviens à l'époque, où j'avais entre 7 et 10 ans, tu parles de Fantasia, tout le monde l'avait vu, et t'avais, justement, c'est ce que j'ai annoncé tout à l'heure, t'avais ceux qui te disaient, comme moi, à l'époque déjà, oh, mais quelle tuerie! Et dans tous les sens du terme, c'est-à-dire t'avais des trucs joyeux, des trucs pas joyeux du tout. Moi, le truc qui m'avait marqué, l'épisode qui m'a marqué, c'est l'animation avec le diable. La séquence finale, alors, ça a toujours été ma séquence préférée. J'ai la chair de poule de t'en parler. Et c'est... moi, tu vois, et déjà, tu vois, j'avais 7 ans, mais déjà, tu vois, t'arrives à apprécier ce côté dark, mais poétique, tu vois, parce qu'en fait, même si c'était dark, c'était d'une finesse. Ah, bah, complètement, oui. Dans le dessin, dans l'animation, dans la musique, et donc en fait, et c'est à cette époque-là, c'est Fantasia qui m'a permis, je pense, de me rendre compte que j'aimais le sombre poétique, tu vois, une sorte de clair-obscur poétique, mais même le sombre glauque poétique, parce que tu vois, t'as les âmes qui volent un peu, c'est super fantaisiste. Ah ouais, complètement. Et je pense que t'as plusieurs familles où les parents auraient dit, oh là là, on va pas lui faire regarder Fantasia, tu vois. Moi, j'ai un petit souvenir, justement, la première fois qu'on l'avait vu, et justement, en fait, je crois que c'était une voisine qui nous l'avait prêté, et ma mère l'avait mis, et quand on est arrivé à la séquence finale, justement, j'étais jeune, j'ai vu, en fait, ma mère me regarder, l'air de dire, il va être trop mort, en fait, le gamin, et en fait, à la fin de la séquence, elle m'a regardé de nouveau, elle a vu que j'étais heureux, et voilà, un super glow. Parce qu'en fait, encore une fois, je pense, ce qui sauve ça, c'est la finesse et parce que c'est dans l'imaginaire, mais c'est sombre, mais c'est fin. C'est tellement fin et tellement poétique qu'au final, ça devient pas un trauma. Ouais, je suis d'accord. Mais par contre, pour revenir à ce que je disais, c'est que dans le quartier, je me souviens, tu avais des jeunes, enfin, j'étais dans un quartier où il y avait beaucoup d'enfants de la même génération que nous, que mes frères et moi, donc c'était super intéressant. Et t'en as vu qui disaient, oh c'était génial, et t'en as vu qui disaient, oh non, c'est pas bien, j'ai compris, c'est trop, tu vois, je sais pas quel mot on employait à l'époque, mais c'était un peu trop what the fuck, tu vois, trop, tout simplement trop, tu vois, trop imaginaire, trop machin. Et déjà, tu voyais les goûts, t'as 7-8 ans, mais tu voyais les goûts déjà se penser. Et c'est super intéressant, parce que du coup, tu peux voir en fait que t'as déjà une sensibilité positive ou négative, ou encourageante ou non, enfin, tu vois, t'as une sensibilité à cet âge-là, sur ce genre de contenu. Et c'est super intéressant. Non, là, c'est un travail de maître. Enfin, je veux dire, Fantasia, je pourrais le regarder aujourd'hui et me dire, et affirmer, non, c'est un chef-d'œuvre. Ah oui, c'est un chef-d'œuvre. L'audace qu'ils ont eu de faire ça, parce que c'est des gros moyens, enfin, surtout pour l'époque, quoi. Et puis ça n'a pas du tout été bien perçu à l'époque. Hein. Ah ouais. Ça a été un four monumental. Non, ça a été, il y a eu énormément de controverses, ouais. Enfin, ça a pas mis tout le monde d'accord. Hein. Ça a pas mis tout le monde d'accord. Alors si, ça a presque mis tout le monde d'accord sur le fait qu'en fait, c'était pas une bonne idée. Mais justement, enfin, moi en tout cas, je sais que s'il y a un truc que je trouve positif chez Disney, du coup, ça te permettra aussi à toi de parler de la partie un peu plus négative, c'est justement, en tout cas, au moins jusqu'à il y a, allez, on va dire une quinzaine d'années, 10 grand max, ce côté en fait, voilà, on essaye, on fait des choses, ce sera peut-être pas bien perçu, mais voilà, on se fait plaisir, on propose des contenus qui sont vraiment novateurs à tous les points de vue. Et enfin, moi je sais que pour ça, justement, Fantasia, il est pareil, il est dans mon top 3 parce que c'était complètement
Alors, complètement fou en fait. Ouais, c'est ça. Alors, mais en fait, je pense que je vais essayer de résumer ce qui fait. Parce qu'au final, l'origine de mon pour et contre Disney, c'est la même chose. En fait, Disney, la force de Disney crée aussi le risque de Disney. En fait, Disney, le problème, il y a une situation problématique, et j'espère que je vais bien la décrire, c'est que Disney, pour moi, a eu, aujourd'hui moins, mais a eu, si aujourd'hui peut-être même plus, c'est que pour moi, c'est presque Disney est le monopole, a le monopole des valeurs morales, des valeurs morales sociétales envers les enfants. Et je pense que Disney, depuis beaucoup d'années, maintenant, au moins depuis notre génération, a ce monopole et ce pouvoir, donc du coup, de par le monopole, de propager des valeurs morales, sociétales, mais fortes, très fortes. Ce serait un peu fort de dire dictature de la jeunesse, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que c'est l'acteur. Pour moi, Disney, ils se sont donné les moyens, en tout cas, faut le dire aussi, il y a ce côté, je reviens à l'audace, tu vois, ils se sont donné les moyens d'être un peu ce vecteur international des valeurs sociétales envers la jeunesse, appréciées de la jeunesse. C'était un moment, pas le média, mais presque le média numéro 1 de la jeunesse, tu vois, en termes de contenu artistique, tu vois. Et en mettant en plus, en ayant non seulement, en mettant les moyens non seulement dans l'animation et dans le visuel, mais dans la musique aussi. Et donc, en fait, et puis ça dansait, enfin je veux dire, c'est un vecteur et un acteur artistique mondial hyper complet et hyper qualitatif. Alors, quand je dis qualitatif, c'est qualitatif au niveau objectif, c'est-à-dire de la finesse et de la qualité mise dans le travail. C'est-à-dire que t'aimes ou que t'aimes pas, tu peux pas dire ah non mais ça c'est mal animé, là la musique elle est pas bien composée. Tu vois ce que je veux dire, il y a une exigence incroyable. Mais du coup, je reviens à ce côté monopole au niveau vecteur de la pensée. De la bien-pensance. Moi, personnellement, je parle effectivement de monopole de la bien-pensance. Effectivement. Et c'est bien, voilà, prononce-moi parce qu'il est court et il va bien. Et si tu veux, de base, quand tu as ce monopole, ça te place dans une sacrée dans une situation super embêtante et duale. Parce que, justement, c'est que moi, c'est ce que je reproche avec l'évolution de Disney et avec le recul que j'ai sur la vie ou la société aujourd'hui, c'est que Disney, dans notre génération, moins ou plus maintenant, c'est... pour moi, Disney, contrairement au studio Ghibli par exemple, a véhiculé des valeurs très manichéennes, très binaires. Le bien, le mal, le méchant, le gentil, très occidental. La princesse, le prince, et tout se passe bien. Il était une fois une princesse, un prince, et puis à la fin, ils se marient et ils ont beaucoup d'enfants. Je caricature. Mais c'est un peu ça. Mais voilà, mais tu crées, en fait, le danger de ça, c'est que, en ne créant que des contenus à travers les années, tu crées des contenus qui ont cette forme-là, et ce fond-là, en tout cas, ce fond-là, la forme, ils ont très travaillé sur plusieurs formes. Mais tu envoies le même fond en permanence à travers toute une génération mondiale. Et là, c'est dangereux. C'est là où ça devient dangereux parce que du coup, tu formates des enfants, et puis je veux dire, je vais rentrer dans le sujet un peu sérieux, mais je me souviens, dans ma génération, quand il y avait des enfants dans ma classe, ils disaient mes parents ont divorcé. C'était le drame. C'était le drame. Parce que justement, c'était un peu, je vais caricaturer, mais est-ce que t'es Disney ou t'es pas Disney? Ah non, mais ça rentre pas dans les cases Disney, ça. C'est mal. Tes parents,
il n'eure pas beaucoup d'enfants et il ne vécurent pas heureux. Tu vois, et du coup, mais tu te sentais mal. Enfin, tu pouvais voir les enfants concernés et tout, et même toi, enfin, tu sais, le sujet est grave. Enfin, était. Enfin, et du coup, c'est pas normal. Parce que quand tu prends du recul, quand tu grandis, etc., et que tu te connais plus toi et l'humain de manière générale, tu te dis, bah, en fait, non, c'est complètement normal, il n'y a rien de. Il n'y a pas de mal à ça, tu vois. Et puis le rapport entre le bien et le mal, tu vois, c'est qu'aujourd'hui on voit que les héros d'hier n'étaient pas totalement des héros, et que les méchants d'hier n'étaient pas totalement des méchants non plus, et du coup, on voit que le monde n'est pas binaire. Et à l'époque, je pense que Disney, là où c'est dommage, et là où, encore une fois, c'est dangereux, c'est que ça, je vais employer un mot fort, mais du coup, c'est devenu presque une propagande de style de vie, et comme ils avaient le monopole, implicitement ou explicitement, tu vois, mais c'est là où n'avoir qu'un schéma de pensée et ne diffuser qu'un schéma de pensée sociétal, et on le sait tous maintenant, c'est la dictature, c'est une dictature. Et c'est un danger, c'est qu'à un moment, aujourd'hui, on voit que le monde est beaucoup plus complexe, sans être mauvais. Le monde est... Enfin, tu vois, tu peux avoir différents schémas de vie, sans pour autant que celui-là soit mauvais. Enfin, tu peux avoir différents bons schémas de vie. Que ce soit au niveau de la sexualité, des parents, de la vie tout court, de ton choix de vie, de choix de métier, de ton choix d'habitat, enfin, etc. Tu vois ce que je veux dire, c'est que ça... Et du coup, Disney, là où ils sont quand même très intelligents, puis maintenant ils ont de l'argent, donc ils savent s'adapter à ça. Les nouveaux Disney, ils sont conco. C'est que Disney a compris ça, mais là où c'est dangereux, je trouve, encore une fois, c'est que ils ont... Pour moi, aujourd'hui, il y a tellement de contenu audiovisuel avec Netflix, avec les plateformes, et puis même avec la technologie de la vidéo, de la musique qui se démocratise, on a énormément de contenu. Mais par contre, c'est que tu sens que la masse financière de Disney leur permet d'englober beaucoup de contenu. Ouais, et encore, pour la petite info, là ils ont sorti leur rapport annuel. Disney+, c'est, je sais plus, 10 ou 15 milliards de déficit. Hein. La plateforme, ouais. Oui, la plateforme, oui. En fait, c'est parce qu'on est dans une course à la plateforme, donc si tu veux, c'est qui va investir le plus. Tu vois, c'est... parce que je suis pas un expert financier dans les plateformes, loin de là, et je m'y intéresse pas assez, mais je pense que Disney a une masse financière. Derrière, oui. Je pense derrière, ils ont les reins solides, et je pense que c'est dans leur intérêt de rester parmi les plateformes imposantes du marché. Oui, c'est sûr. Et donc, je pense qu'ils peuvent se permettre de perdre des sous, mais c'est un investissement. Si tu veux, c'est qu'une plateforme qui a moins les reins solides, si ça se trouve, dans 2 ans, elle déposera un bilan, ou elle se fera racheter par Disney, et ça arrangera bien Disney. Si tu veux, il y a... Pour rentrer dans... Pour continuer à aller, parce que là, finalement, on a ouvert cette parenthèse de la face un peu sombre de Disney, ou de ce que j'aime pas, en tout cas, personnellement, moi, Pardon, ça a dû faire... Dans Disney, c'est... je vais être... mon avis concernant Disney pourrait se résumer aussi il y a South Park qui a fait un épisode que je trouve immense sur Disney. Le titre de l'épisode, ça doit être quelque chose avec Disney. Et l'épisode est très très subversif et très dark. Mais pour moi, il y a beaucoup de vérité dans cet épisode-là. Et ça met en valeur le côté business. C'est très très business de Disney pour rester dans le game, quoi, dans le game de l'animation, et notamment la conquête du marché chinois, etc., qui est métaphorisée de manière de manière très rigolote et très subversive, encore une fois. Mais bref, je conseille cet épisode de South Park pour ceux qui veulent creuser mon avis. Mais en tout cas, au-delà de ça, c'est que ce que je constate aujourd'hui, à travers notamment, moi je suis Star Wars, tu vois, je
je devrais pas, parce que tu vois, justement, je trouve que la majorité des productions qui sortent sur Star Wars en ce moment, enfin, je trouve que c'est pas bon du tout ce qu'ils font. Je partage ton avis. Mais en tout cas, ce que je vois, c'est que Disney, on dirait presque que Disney tu sais pas si ça vient d'eux ou si ça vient de l'extérieur, si ça vient du public ou des deux. Mais en fait, ils sont encore dans ce côté, je suis le vecteur principal des valeurs sociétales envers la jeunesse et envers, même plus que la jeunesse, envers les adultes aussi. Et donc du coup, toutes les problématiques sociétales qui sont véhiculées dans les réseaux sociaux, t'es sûr que dans tous les Disney, tu vas les voir. Oui. Après, je pense que tu as effectivement raison. Pour moi, en tout cas, moi, de mon point de vue, c'est comme ça que je le perçois, au moins. Pour moi, c'est qu'effectivement, oui, Disney est partie prenante de ça, on va pas se mentir. Mais je suis quand même pas convaincue que si, en face, ils avaient que des gens qui leur disaient non, ils changeraient pas leur fusil d'épaule. Parce que je pense aussi que derrière, il y a aussi tout un pan de la population au sens très large qui se complaît aussi un peu là-dedans. Tout à fait. Et enfin, je sais que, pour reprendre justement l'exemple de notre génération, je sais que moi, mes parents justement m'ont aussi beaucoup poussé à penser par moi-même et justement à pas prendre tout ce qu'on voyait à la télé ou ailleurs pour argent comptant. Et je sais que justement, je sais en fait que déjà très jeune, j'avais pas du tout cette image justement du je suis un prince, je suis un homme fort, je suis un machin, je suis un bidule. En même temps, vu comment je suis grand, je portais des lunettes, enfin je te laisse imaginer. Il y a des princes qui portent des lunettes, oui, t'inquiète pas. Oui, mais justement, il n'y en avait pas à l'époque. On la connaît pas. Et je pense en fait qu'aujourd'hui, ce qui à la fois sert et dessert Disney, et ce qui fait que justement ils sont aussi autant décriés, c'est qu'il y a aussi toute une génération qui a, j'ai l'impression en tout cas, du mal à penser par soi-même, et qui du coup effectivement vont aller récupérer des valeurs refuges, que sont justement les valeurs Disney, bonnes ou mauvaises. J'ai pas forcément de débat sur la question. Et du coup, pour moi, c'est un peu le chien qui se mord la queue, en fait, tu vois. Parce qu'on entend beaucoup en ce moment dire oui, Disney c'est woke, Disney c'est ceci, Disney c'est cela. Sauf que si en face, tout le monde était contre, comme justement ceux qui osent en parler, ils arrêteraient de le faire. Ouais, tout à fait. C'est pour ça que je te disais, c'est que il y a forcément le public n'est pas neutre, quoi. Enfin, tu vois, le public, comme je dis, c'est que si ça plaisait pas, il s'adapterait, parce qu'il faut que ça vende. C'est horrible à dire, mais il y a une logique commerciale quand même dans tout ça. Mais ce qui est somme toute normal, il faut qu'ils gagnent leur vie, les mecs de chez Disney. Mais je veux dire, c'est tout le principe de... Quand tu as quelqu'un qui a... En fait, moi je reviens juste à quelque chose de simple. J'en parle avec Nanar d'ailleurs, sur la musique, mais c'est valable pour tout, même pour les films. C'est un moment, je suis Disney, je suis un producteur de chez Disney, il y a un réalisateur qui arrive avec un projet, et son projet il est monstrueux, mais par contre il ne rentre pas du tout dans les codes Disney. C'est-à-dire son projet, le contenu, il est d'une originalité, d'une authenticité incroyable, mais par contre je ne suis pas dans l'époque avec les contraintes entre guillemets actuelles du public, et du coup du public qui contamine Disney, quoi, entre guillemets. Et quelle décision je prends? Ça va être justement... en fait, c'est assez drôle ce que tu dis, parce que... Est-ce que j'aseptise selon les contraintes actuelles, ou est-ce que je dis non, j'assume et je veux du vrai contenu, peu importe que ça colle. Voilà, c'est un contenu que je trouve intéressant. En fait, c'est marrant parce que ça fait écho à une nouvelle qui est tombée là justement récemment. C'est que le PDG de Disney s'en va et est remplacé par son prédécesseur. Alors, j'ai vu ça, on ne va pas rentrer dans le débat, c'est pas l'objet de la vidéo, mais moi personnellement je trouve que c'est une bonne chose, puisque justement son prédécesseur Bob Iger avait en fait à cœur de garder en fait justement ce côté magie,
innovation, prendre éventuellement justement un peu les gens à rebrousse-poil. Et je pense que justement, cette décision-là, pour reprendre ton exemple, elle dépend aussi de qui est devant. Parce que quand c'était la génération de Michael Eisner qui a ouvert en fait Disneyland Paris, ou justement là plus récemment de Bob Iger qui a investi énormément, on parlait justement d'investissement pour relancer vraiment la machine à rêve, et je parle bien de machine à rêve, notamment à Disneyland Paris. C'est des gens qui effectivement sont prêts à investir des moyens, mais parce que justement derrière ils ont une vision qui est claire et qui n'est pas qu'une vision financière. Mais bien sûr, mais en plus, c'est quelque chose que je salue, c'est-à-dire là, je critique et c'est facile de critiquer, mais quelle entreprise? Après, attention, il y a eu aussi des PDG comme Bob Chapek qui étaient là uniquement pour l'argent. Mais je veux dire, forcément, mais je veux dire, dans tous les cas, quelle prouesse, mais globale, ça, je ne salue pas que les PDG, Ouais, bien sûr, mais quelle prouesse d'avoir bâti ça et de le maintenir à flot. Enfin, d'une manière ou d'une autre, c'est une prouesse, et les mecs qui sont à la barre, qui soient juste là pour l'argent ou pour l'artistique, ils arrivent à mener ils arrivent à faire tenir le bateau à flot. Donc, et à faire en sorte qu'en plus il reste entre guillemets comment on disait, ce bien-penseur, ce monopole de la bien-pensance. ce monopole de la bien-pensance, exactement. Donc c'est pas évident, moi je pense, et puis t'as tellement voilà, c'est facile de critiquer, mais encore une fois, c'est évident pour moi c'est multifactoriel dans la gestion. Certes, ils doivent penser aux finances, ils doivent penser à l'image, ils doivent penser à est-ce qu'on est bien dans l'actualité, est-ce qu'on gêne personne, je pense ils sont dans un système complexe, et puis parce que je pense qu'aujourd'hui on est dans un monde complexe, beaucoup plus complexe que la génération de nos parents. Oui. Je pense que dans les valeurs, dans beaucoup de choses, dans tous les éléments de vie, et surtout tout ce qui est médias, images, etc. Je pense que c'était beaucoup moins complexe à gérer qu'avant. Il y avait beaucoup moins à gérer. Donc je respecte cette gestion. Je respecte dans le sens où c'est un sacré travail dans tous les cas. Et puis ils continuent à sortir des contenus, certains contenus que j'aime beaucoup. Mais voilà, moi c'est vrai que je suis plutôt, je m'efforce plutôt à encourager. J'aime peu la censure et l'aseptisation des mœurs ou de quoi que ce soit. Et je pense que quelque chose soit bien ou mal, c'est bien de l'assumer et de creuser pour le montrer aux gens et pour savoir, pour montrer aux gens comment on peut le gérer. Tu vois, j'aime pas cacher ou censurer pour ça, pour dire ça existe, assumons-le et apprenons à le gérer. Et donc je suis plutôt à encourager les productions qui ont qui sortent des choses authentiques, sans compromis, comme dirait Nana. Parce que c'est là où je trouve de l'audace, surtout dans le monde actuel, surtout c'est un grand mot, mais ouais, dans la société, dans la pensance actuelle. Ah, totalement. Ok. Mais mais pour résumer, ce côté dual, il était en fait, il est évident, c'est-à-dire tu ne peux pas l'éviter quand tu as un monopole de la bien-pensance. Ah bah oui. Tu te retrouves forcément avec des fers. Ouais, complètement. Parce que si tu veux rester dans la bien-pensance, tu vas, comme tu dis, tu vas vouloir faire plaisir au public, et donc tu ne peux pas plaire à personne, mais surtout aujourd'hui, comme il y a beaucoup ça devient très sensible aujourd'hui, tu peux vexer des personnes sans vouloir les vexer, et tu peux leur faire mal sans vouloir leur faire mal, donc tu es obligé artistiquement, tu sens qu'il y a beaucoup de gens qui freinent, clairement. Et c'est ça que je trouve dommage, parce que moi, tu vois, si je fais... alors moi, je suis personne, mais moi, ce qui m'a poussé à faire de la musique
ou tout ce qu'on appelle art. Le mot art, c'est un bien gros, parce que moi je pense que l'art il est partout, tu vois. Un bon ingénieur, c'est un artiste, tu vois. Une bonne femme de ménage, c'est une artiste, tu vois. Enfin, mais bref, tu vois, je me suis orienté vers la musique ou le cinéma, le dessin, parce que justement, bah, pour moi, c'est des zones de liberté, mais des libertés sans frontières, tu vois. Enfin, vraiment sans frontières. Ouais. Et donc, du coup, de voir que ce monde-là freine au lieu de pousser. Alors qu'on est dans une période. En fait, c'est ça qui est très paradoxal. Je pense qu'on a besoin d'être poussé. Au final, c'est que. Moi, je pense que. On tire, mais on va en souffrir. Oui. On va en souffrir. Moi, je pense qu'il faut. Alors, pousser, faut pas toujours pousser de manière. Sûr, voilà, faut un peu de douceur, tu vois. Mais dans les concepts, dans l'approfondissement de certains sujets et surtout dans la liberté d'expression artistique. Si on freine, on va créer de la frustration. Oui, c'est déjà le cas. Si tu frustres si on frustre les gens qui créent des contenus dits artistiques, il n'y a pas que qu'on va frustrer, tu vois ce que je veux dire. Clairement. Tu vois ce que je veux dire, c'est que on dit souvent l'art est un reflet de la société dans laquelle on vit et c'est ça, je suis là où je suis d'accord avec ça, c'est que chaque époque a son art, et du coup là je pense que à force de trop retenir, on sait ce que ça donne, hein, trop retenir dans l'histoire. Le lest qui va lâcher. Voilà, exactement, ça finit par exploser. Mais bon, ensuite, qu'est-ce que tu veux, je pense que l'histoire, tu lis un livre d'histoire, l'histoire c'est cyclique. Donc, complètement, ouais. On n'est pas parfait. C'est ça. mais c'est facile, ouais. Disney, ce qui serait intéressant, ce serait intéressant d'avoir, tu vois, différentes personnes qui travaillent chez Disney à différentes échelles et styles de métier, tu vois, un dessinateur, un réalisateur, un commercial, un responsable marketing, le PDG, un ingénieur et un effet spécial. Tu vois, des mecs qui n'ont... Et leur vision, ce serait intéressant. Et surtout ceux qui ont vécu les deux époques, tu vois, qui ont vécu notre génération, ça doit être intéressant. Complètement, ouais. Mais voilà, mais tout ça pour dire, quand tu as le monopole de quelque chose, et surtout le monopole de la bien-pensance, c'est obligé. Pour moi, tu vas faire du bien, et tu vas faire... tu vas faire du mal quelque part, clairement, c'est clair. C'est clair. Bon, pour terminer, quand même, je peux pas m'empêcher de te demander une petite blague, parce qu'il faut le savoir, le concept Alex McFly, c'est aussi la boule à blague. Ah oui, la fameuse. Donc je t'écoute. Alors, on a un peu de temps, je ne serai pas la blague de l'ours sur le Ouais, non. Vas-y. Non, je vais faire une petite dédicace à mon petit frère Barzag, qui... On a le même style d'humour, et il y a une blague qu'il m'a racontée il n'y a pas trop longtemps que j'ai racontée au Neko aussi dans les récents concerts, que j'aime bien, c'est le pape qui a un meeting dans le sud de la France, tu vois, vers Biarritz. Et pour une raison X, l'aéroport de Biarritz est fermé, donc il atterrit à Bordeaux. Et à Bordeaux, il est avec son garde du corps et puis son responsable marketing, ou je ne sais quoi, ou sa secrétaire, la secrétaire du pape, on va dire qu'il est le secrétaire, lui a réservé une super voiture de location. Et donc il est là avec son garde du corps, et son garde du corps, il va chez Sixte, là, tu vois, à l'aéroport de Bordeaux. On n'est pas censé faire de pub, mais c'est pas grave. Chez n'importe quel loueur de voiture. Et bref. Et puis le pape, il voit, il regarde la voiture, c'est la Renault Laguna, mais tu sais, sport, et avec surboosté, avec le modèle sport, tu vois.
Et puis il y a son garde du corps, du coup, il commence à se mettre dans la place conducteur, et puis il dit bon bah vas-y, montez dans la voiture. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le pape, c'est un fan de voitures de sport et de conduite, sauf que bah, son métier fait que, bon bah, son image aussi fait que bah, tu vois pas le pape y aller à fond sur les voitures, tu vois, donc... mais là, il se dit, bon, je suis en sud de la France, Bordeaux, Biarritz, on va passer par des petites routes. Il se dit, putain, puis en plus là, j'ai une voiture de sport d'enfer, c'est Renault, mais bon, elle a l'air quand même bien sympa. Et puis du coup, il demande à son gars, il dit, attends, Roberto, tu veux pas me laisser conduire? J'ai trop envie de conduire. Et Roberto, le pauvre, sur son contrat, il est marqué... le pape à l'arrière, toi tu conduis et tu fermes la bouche. Et mais bon, t'as le pape qui lui demande ça, quoi. Alors Roberto hésite, puis il se dit quand même, c'est le pape. Si je refuse quelque chose au pape, je suis mal, quoi. Ça, c'est par rapport à mon honneur personnel, tu vois. Donc il cède. Tu vois, il dit bon, bah je vais derrière, allez-y, faites-vous plaisir. Et donc du coup, t'as le pape, il prend la Renault Laguna Sport, là, et il commence à... Il sort gentiment de l'aéroport, tu vois, mais dès qu'il arrive sur les nationales, il prend pas le droit, parce que si on peut me voir, etc. Il prend une petite route, là, puis il te tape des 150 km/h, 160 km/h, 170 km/h. On sait plus sur les nationales, puis il tape des pointes à 200, tu vois, et il se régale, le pape. Et puis t'as le garde du corps derrière qui est stoïque, tu vois, il dit bon bah le paysage est beau, en plus il fait beau, non, il n'y a personne sur les routes, c'est bien. Bon bah à l'arrivée, je ferai attention, puis je ferai vite le switch pour faire croire que c'est moi qui ai conduit. Et bien du coup, étonnamment, ce jour-là, bah il y a une patrouille mobile, tu vois, il y a un policier qui est là avec son radar mobile, et puis il flash. 195. National. Alors du coup, prend sa moto, gyrophare, etc., sirène, et puis bah, le pape quand même, c'est le pape. Il va pas faire course-poursuite avec la police, parce que s'il se fait prendre... Donc il se dit, il est un peu stressé le pape, et puis bon, il se met sur le... Il s'arrête, il arrête la voiture, et puis il attend, et puis il sait même pas, il n'a pas de texte préparé et tout, il se dit bon, on va voir ce qu'il me dit. Et là, t'as le policier qui arrive, et puis les vitres sont teintées, donc il voit rien, donc il baisse la vitre. Et là, le pape il baisse la vitre. Et là, dès qu'il voit la tête du pape, le policier fait oh mon Dieu. Oh. Et du coup, il regarde derrière, il regarde la tête du pape, il regarde derrière. Oh mon Dieu. Et là, il a un énorme stress. Et le pape, il sait pas quoi faire, le garde du corps non plus, ils sont tous les deux comme ça, parce que le garde du corps, il sait très bien que si la secrétaire et l'entreprise du pape, elle sait qu'il n'a pas conduit, il est cuit. Le pape, il sait que s'il y a la presse, enfin, donc tous les deux, tu vois, la goutte de sang. Et du coup, t'as Robert, le policier, là, il leur touche pas un mot. Il prend son téléphone, il est mal, il est en plein stress. Il appelle son chef, il fait « Chef, c'est Robert, je crois que j'ai fait une connerie. » Le chef lui dit « Oh Robert, qu'est-ce que t'as fait Robert ?» Il dit « Ouais, c'est quoi la connerie ?»« Ah mais chef, là j'ai arrêté quelqu'un d'important, là je passe, c'est très important, sur la route là, avec sa vitesse, mais j'aurais pas dû. » Et puis son chef lui dit « Ah Robert, c'est qui t'a arrêté? Dis-moi pas que t'as arrêté le maire, quoi. » Ah non, chef, ah, c'est pas le maire je le connais, il ressemble pas au maire. Non, Robert, dis pas que t'as arrêté le président. Ah, chef, le président, je sais à quoi il ressemble, c'est vraiment pas le président. Ah, ça va, non mais Robert, mais enfin, mais dis-moi,
qui t'a arrêté, c'est pas le président. Tu fais, ah mais qu'est-ce qu'il y a de plus important que le président? C'est forcément quelqu'un de plus important. Ah mais Robert, pourquoi c'est quelqu'un de plus important que le président? Bah chef, je sais pas qui c'est à l'intérieur de la voiture, mais en tout cas son chauffeur, c'est le pape. Ah, j'adore, ah, j'aime beaucoup. Et ça, c'est con. Mais avec mon frère Fifou, hashtag Barzag, voilà, on adore ce genre de blague et à chaque fois qu'il me raconte ce genre de blague, je passe une bonne soirée. Voilà. Ah oui, je comprends. Non, franchement, j'aime beaucoup. Eh ben, en tout cas, merci encore d'être venu, Alex. Avec plaisir. C'était super intéressant. Bon, évidemment, n'hésitez pas à aller suivre la chaîne d'Alex McFly. Je vous mettrai évidemment le lien en commentaire. Merci, vraiment, vraiment. Mais encore les merci. sous là. Je me Disney, C'est bien, vas-y. Vas-y, fais-toi plaisir. Merci encore, c'était super intéressant en plus. Et puis, longue vie à Alex McFly, j'ai juste envie de dire. Bah, merci. Et puis à très bientôt. Bah, à très bientôt. À bientôt tous. Et merci encore.